Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'aventure Géologile. Alors à tout seigneur, tout honneur, comme j'habite Oulin dans la région lyonnaise, on va commencer par une petite série de vidéos sur la géologie de ma ville. Mon premier spot de géologie, ce sera à Granit Rose qui se trouve dans la grande rue d'Oulin. Alors il n'est pas aussi flashy que celui de Perros-Guirec, mais il vaut la peine qu'on essaye de comprendre son histoire. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie va justement étudier ce granit sur le terrain, et la deuxième partie, que vous verrez dans la deuxième vidéo, sera une explication, puisque la chaîne Géologie racontait des histoires. Eh bien, nous allons raconter l'histoire de ce granit. C'est parti! Alors voilà l'affleurement en question. Là, il débute à peu près ici et puis il se termine un petit peu plus haut. On va dire qu'il fait une cinquantaine de mètres de longueur. On va se rapprocher maintenant. Donc là, je vais me rapprocher par exemple du gros morceau, du gros bloc rocheux qu'il y a au milieu. Alors, visiblement, est déjà recouverte de mousse, de lichen, qui est assez lisse en extérieur et parcouru de fractures. Ah ben voilà, j'ai un bout qui tombe. Je vais en profiter pour récupérer ce bout-là puis l'analyser. Mais donc en fait, il est parcouru de fractures. Vous voyez ici encore une autre fracture. Ce type de fracture, s'il n'y a pas de déplacement entre les parties séparées, s'appelle des diaclases. Si je me rapproche, ici par exemple, même si c'est très lisse, je vois apparaître quand même des couleurs différentes à l'intérieur de la roche. Donc là on voit bien qu'il y a des parties roses, des parties plutôt blanches, un peu comme des grains de sel, toujours avec ces diaclases dans lesquelles s'infiltre l'eau. Eh bien il y a même des arbres qui ont réussi à pousser à l'intérieur des diaclases. D'ailleurs, l'infiltration progressive des racines des arbres dans les diaclases va favoriser l'éclatement de la roche et donc pour l'homme la récupération des blocs pour pouvoir justement construire des murs, construire des maisons. Il faut d'ailleurs savoir que cette roche étant déjà exploitée depuis de nombreux siècles comme étant une roche extrêmement solide pour la construction, la méthode la plus simple consistait à planter un arbre dans les diaclases et puis d'attendre que ça pousse et que les roches tombent, tout simplement. Voilà, maintenant je peux démarrer l'étude des caractéristiques de cette roche. On peut mettre en œuvre sur le terrain 5 types d'analyses. Je vais vous en montrer rapidement les manipulations. Alors d'abord, de manière un peu exceptionnelle, le goût. Certaines roches parfois ont un goût, généralement c'est plutôt d'ordre salé, mais là je vais me sacrifier, donc je goûte. Un goût de caillou, un autre. Un goût de caillou aussi. J'ai bien fait de les laver. Donc maintenant nous allons pouvoir faire un test à l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique entre en effervescence avec le carbonate de calcium. Donc on va en verser sur nos 3 échantillons et puis voir le résultat. Il n'y a aucune effervescence, donc cette roche ne contient pas de carbonate de calcium. Ensuite, certaines roches contiennent des minéraux qui possèdent des propriétés magnétiques. On essaye sur un des échantillons, je vais lâcher mes aimants. Non, visiblement cette roche ne contient pas de minéraux à caractère magnétique ou ferromagnétique. Donc là maintenant, le dernier test qu'on fait, de voir un peu si ça raye le verre.
Pour évaluer la dureté des minéraux, on va utiliser une échelle qui a été construite par un géologue, Friedrich Mohs, en 1812. Ça permet d'évaluer les minéraux en fonction de leur dureté. Elle n'est pas hyper intéressante pour déterminer les roches. Puis note, c'est pas du tout évident de pouvoir utiliser chaque minéral pour pouvoir savoir lequel raye le verre. Certains minéraux sont rayés par l'ongle, d'autres par une pièce de monnaie, d'autres par une lame d'acier ou un canif. Et enfin, à l'inverse, les derniers rayent le verre. Et donc ça, c'est un élément important. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, on voit assez bien ici que le verre a été rayé. Maintenant, quant à savoir quels minéraux ont rayé le verre, c'est pas possible que ce soit le topaz, le corindon ou le diamant, qui sont des pierres précieuses. Donc on va plutôt opter pour des minéraux très communs que sont les feldspaths dits potassiques, c'est-à-dire avec le K, et ou du quartz. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir regarder ma roche avec ma loupe de géologue. Le problème, c'est que cette roche, elle est toute lisse, puisque je l'ai récupérée à l'extérieur. Donc il va falloir donc que je la sacrifie. Donc voici nos 3 échantillons. Le premier, on ne va pas s'y intéresser beaucoup parce qu'il est pas de très bonne qualité. Le deuxième n'est pas non plus extraordinaire. On va s'intéresser plutôt au troisième qui est quand même très visuel. Donc on rappelle les 4 propriétés qu'on a déjà identifiées. Pas de goût particulier, pas de calcaire, pas de minéraux magnétiques. Et puis pour terminer, on voit que ce sont des minéraux qui rayent le verre. La troisième chose qu'on va regarder ici au niveau de cette roche, maintenant, c'est qu'en fait, elle a 4 types de minéraux bien visibles. Le premier, ce sont des minéraux plutôt noirs, et puis avec un éclat nacré. Le deuxième, ce sont des minéraux qui sont plutôt avec un éclat de grain de sel. Le troisième, ce sont des minéraux qui sont plutôt roses, avec une surface miroitante. Et puis enfin, pour terminer, mais on ne les voit pas très bien, des minéraux blanchâtres à éclats vitreux. Donc si on va un petit peu plus loin, j'ai pu faire un peu utiliser un objectif de macro. On voit ces minéraux, les mêmes minéraux, roses, noirs, blanchâtres, et puis à forme de grain de sel qu'on voit sur ces différentes vues de macro. En haut à droite, on voit qu'il y a plutôt les minéraux noirs sont plutôt sous forme de feuilles, ce qui caractérise la famille de ces minéraux qu'on appelle les phyllosilicates. Donc avec une vue un petit peu plus approfondie, même si le focus fait un peu perdre en pixels. Donc pour terminer, on va pouvoir ajouter quelques éléments. Donc c'est une roche qui est grenue parce que tous ces grains sont jointifs. Deuxièmement, on va voir que c'est une roche dont la majorité des minéraux sont de couleur claire. Donc on va dire qu'elle est leucocrate, du grec leukos qui veut dire blanc et crate qui veut dire pouvoir. Et puis, autre propriété, autre identification caractéristique, c'est que c'est une roche qu'on va appeler ignée ou magmatique, c'est-à-dire qui s'est formée en profondeur de la Terre, parce que, en fait, finalement, ces minéraux ne sont pas ordonnés selon un axe. On voit bien que les minéraux n'ont pas d'axe particulier privilégié d'organisation. Et puis, pour terminer, on va pouvoir dire, et ça c'est un petit peu en connaissant la différence avec les laves, que c'est une roche plutonique, c'est-à-dire qui s'est cristallisée en profondeur. On expliquera dans la deuxième vidéo comment s'est fait ce phénomène. Donc pour terminer, on va quand même donner un nom à ces différents minéraux qu'on voit. Donc le premier noir avec l'éclat nacré, c'était la biotite. Les minéraux grains de sel, c'est le quartz, c'est un des minéraux qu'on a vu tout à l'heure qui peuvent rayer le verre. Le deuxième, ce sont les feldspaths alcalins qui sont bien roses avec des faces miroitantes. Alors parfois les feldspaths sont aussi blancs, on aura l'occasion d'en voir. Et enfin ces minéraux blanchâtres à éclats vitreux, ce sont ce qu'on appelle des plagioclases. Voilà pour l'analyse à la loupe de cette roche. Donc il est temps pour moi maintenant de déterminer le nom de la roche à partir des caractéristiques qu'on a déjà identifiées. Pour cela, je vais utiliser une classification créée par Mason en 1966, qui est une classification simplifiée par rapport à d'autres classifications beaucoup plus complexes et beaucoup plus précises. Elle a l'avantage de pouvoir répartir les roches en 4 grandes catégories en fonction du pourcentage des minéraux à l'intérieur de cette roche. Et à l'intérieur de chaque catégorie, en sous-catégories, selon que ce soit une roche volcanique ou une roche plutonique. Eh bien nous, si on part sur nos 4 minéraux, on va pouvoir être soit dans la catégorie rhyolite-granite, soit dans la catégorie andésite-diorite.
Et on voit ici aussi d'ailleurs avec ce rectangle qu'on vient de construire qui montre la limite par le quartz et les feldspaths, qu'effectivement dans ce type de roche on ne peut pas trouver ni pyroxène ni olivine. Mais ça c'est une parenthèse. Pour aller jusqu'au bout de notre raisonnement, il va falloir faire le tri entre ces 4 types de roches. La première chose qu'on remarque et qu'on a déjà remarqué, c'est que cette roche elle est très riche en quartz. Donc si elle est très riche en quartz, ça va restreindre notre classification à plutôt ou rhyolite ou granit. Mais néanmoins, comme on avait déjà vu précédemment, tous les minéraux sont visibles, donc c'est un granit. Ou si on veut être rigoureux, c'est un granitoïde, c'est-à-dire que en termes de définition exacte, il faudrait aller un petit peu plus loin dans l'analyse. En tout cas, on va dire que globalement, c'est un granit. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. Merci, c'est merci. Quand on fait de la géologie et qu'on découvre un affleurement, on aimerait bien savoir quelle est la dimension de cet affleurement, à la fois en profondeur, ça va être compliqué, mais aussi en surface. Là, j'ai représenté une image que j'ai pu avoir par l'application Google Earth. Là, on retrouve à la fois la Grande Rue, on trouve la montée de la Grande Rue vers Saint-Genis-Laval, et puis le lieu où j'ai trouvé le granit rose. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quand on regarde cette image, c'est quelle est la taille finalement de ce granit? Alors, j'ai utilisé une autre application qui s'appelle Topographique. On a à la fois le nom des villes, et puis les altitudes, que ce soit des sommets que vous voyez en blanc, ou à la rigueur des vallées en vert, ou le bas au niveau altitude de la carte qu'on a identifiée. Par exemple ici, c'est au niveau du passage du Rhône. Le Rhône est donc à 158 mètres. À partir de ce moment-là, je vais faire un gros plan sur la zone qui nous intéresse, avec l'identification bien sûr de ce fameux granit. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est son extension? Eh bien, dans un premier temps, je vais déjà aller au chemin du but qui se trouve pas loin de l'hôpital Lyon Sud. Et là, on va retrouver un affleurement de granit, moins rose, mais un affleurement de granit quand même. Et bien voilà, on va pouvoir faire le lien entre les deux massifs, celui de la Grande Rue et puis celui du chemin du but. Et donc on va pouvoir imaginer, supposer que cela forme un unique massif granitique que je vais m'autoriser à appeler le massif d'Oulin-Saint-Genis. Maintenant, la suite de la question, c'est est-ce que, on voit qu'il y a une colline à la fois vers Saint-Genis-Laval et vers le quartier Sanzy-Chasse-Oasis, c'est est-ce que cette colline, elle est aussi créée par le massif granitique qu'on vient de découvrir. Donc on peut le représenter sous cette forme-là, cette figure-là qui montre l'extension, et d'ailleurs elle pourrait être encore plus grande cette extension, on n'en sait rien, donc on va continuer à chercher. Alors là, je suis en train de monter vers le quartier Sanzy Chasse Oasis et on voit d'ici l'affleurement qu'on a vu la dernière fois. Et le problème, c'est que quand on fait de la géologie en ville, eh bien, on peut se heurter à un certain nombre de petits soucis, notamment qu'elle est complètement cachée par les maisons, les jardins, les routes. On voit par exemple ici qu'il y a bien une colline, il y a quelque chose qui monte, mais néanmoins on ne peut pas avoir accès au sous-sol. Donc on va utiliser une méthode que j'utilise très fréquemment sur le terrain quand cette application veut bien fonctionner parce qu'elle est un peu capricieuse. C'est l'application Infoterre que j'ai sur mon portable. Elle est vraiment très intéressante, elle permet d'aller très vite sur les affleurements. Le point bleu représente notre position, donc ici c'est le granit rose de la Grande Rue. Et donc l'application nous dit que toute la colline Chasse-Chanzy-Oasis est constituée principalement de moraines. Alors une moraine, selon la définition du dictionnaire de géologie, c'est donc un ensemble de pierres qui ont été entraînées par un glacier. Pour m'amuser, j'ai mis la jolie flèche qui montre que ça descend vers Oulin. Alors la question c'est comment toutes ces pierres sont descendues jusqu'à Oulin, puisque en fait ce sont des glaciers des Alpes qui ont amené ces pierres, mais ça c'est une autre histoire que je raconterai une autre fois. Ici vous avez un exemple avec le glacier de la Lech, dont j'ai récupéré la photo sur Wikipédia. Donc les moraines, ce sont donc ces amas de pierres qui ont été arrachés et on en voit ici plusieurs types, à la fois sur les côtés et à la fois au centre. Probablement celles qui sont au centre ont été issues de la fusion de différentes langues glaciaires.
juste pour s'entraîner, on peut proposer de faire une coupe géologique de ce qu'on a vu aujourd'hui. Notre granit qui se trouve donc en dessous de la Grande Rue et puis probablement donc en dessous du quartier de Sanzy, Chasse, Oasis. Donc le granit, on va plutôt le marquer avec des petites croix comme ça. Ici, on va pouvoir identifier la Grande Rue. Et puis sur le reste, au-dessus du granit, donc on identifie les moraines sous forme d'un piqueté qui représente donc les pierres qu'on trouve dans les moraines. Et maintenant, on va pouvoir faire la légende. Le quartier. Donc une coupe géologique pour pouvoir se donner une idée de l'étagement des différentes couches géologiques. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie d'en voir d'autres. Moi, de mon côté, je vais continuer à faire des reportages. Si vous avez un lieu à me proposer, eh bien, vous avez l'adresse qui s'inscrit ici, sur laquelle vous pourrez donc envoyer, par exemple, des photos et puis aussi la position exacte où se trouve votre objet géologique sur lequel vous avez envie qu'on fasse un reportage. Je ne dis pas que j'irai tout de suite, mais je m'organiserai pour. Enfin, vous connaissez bien la procédure, n'hésitez pas à mettre des pouces. Et puis, s'il y a besoin, faites des commentaires, j'y répondrai aussi vite que possible. À bientôt!